Si tu penses que détecter le mensonge, c'est repérer des bras croisés ou des yeux fuyants, tu peux te détendre parce que c'est pas si simple que ça et surtout c'est pas scientifique. Moi, c'est Jennifer et je vais te plonger dans cette vidéo dans la science du mensonge, comme ça a été exposé dans les recherches de Paul Ekman. L'objectif, c'est de te transmettre un savoir solide, mais aussi nuancé et actionnable pour comprendre le comportement humain. C'est très utile si tu veux devenir préparateur mental ou augmenter d'un cran ta pratique actuelle. L'objectif, c'est pas forcément de coincer les gens, mais juste de les comprendre, de mieux comprendre leur comportement et leurs intentions. Donc voici le deal que je te propose. Tu repars avec les fondamentaux scientifiques, ce que dit la science, ce que disent les articles scientifiques. Tu apprends à repérer des indices sur le visage, sur le corps, sur les expressions, et tu évites les erreurs classiques. Et enfin, si tu veux passer à l'étape d'après, je te donnerai accès à un lien vidéo qui te permettra de découvrir les 5 secrets pour devenir un expert en préparation mentale. Donc c'est parti, on y va. Prends un thé ou un café et pose-toi. Peut-être prends de quoi noter aussi parce que je vais te donner pas mal de références scientifiques. Et si tu as envie de retourner les voir ou d'aller les consulter ou même de les garder pour toi-même un jour les présenter, que ce soit en conférence ou en formation, c'est le moment de t'outiller et de t'équiper. Alors, je te mets ici le livre de Paul Ekman. Je sais que vous mentez, donc moi, je suis allée chercher beaucoup dans son ouvrage pour faire cette vidéo. Ce que j'apporte, c'est beaucoup de complémentarité avec les études scientifiques récentes et même des nuances, parce que ce qui est dit dans le livre de Paul Ekman n'est pas toujours vrai. Il y a eu des actualisations scientifiques qui permettent aujourd'hui de dire que c'est quand même à nuancer tous les propos qu'il a tenus dans son ouvrage. Le premier point que je veux t'amener, c'est vraiment de faire la différence entre l'erreur et le mensonge. Un mensonge, en fait, ce qui explique Paul Ekman, c'est que c'est délibéré. C'est dans l'intention de tromper l'autre. Et on va distinguer le fait de dissimuler, c'est-à-dire de cacher la vérité par rapport au mensonge. Il y a une autre façon de mentir aussi, c'est de feindre. C'est de simuler une émotion ou d'inventer un fait. En fait, la différence entre tout ça, c'est que la feinte, le fait de feindre, c'est souvent beaucoup plus coûteux d'un point de vue cognitif parce que c'est beaucoup plus fragile, on peut le repérer plus facilement. Et toutes ces théories, elles ont été mises en lumière, on va dire, à partir des années 1960. Et depuis, tu vois, entre aujourd'hui et 1960, il y a eu pas mal de nouveautés. Donc, je te mets quelques articles scientifiques d'Ekman et Friesen en 69 qui parlent de ce concept de fuite non verbale. Ekman et Friesen en 74 qui parle de tout ce qui est typologie des signes de contrôle du visage et du corps. En fait, l'idée que tu dois retenir de tous ces articles scientifiques, c'est que même quand une personne tient un rôle de menteur en gros, un rôle de trompeur, eh ben, il y a quand même des fuites émotionnelles qui peuvent apparaître. Et ça apparaît à travers quoi? À travers des micro-signes faciaux, des décalages entre la voix et le corps. Mais cela dit, ce sont jamais que des preuves isolées. L'objectif, c'est vraiment d'aller chercher un ensemble de signes convergents pour aller dire que cette personne est, est en train de mentir, quoi. Il y a aussi une méta-analyse de 2003 de Paolo et Al, donc 158 indices qui ont été récoltés, où en fait ils expliquent que la plupart des comportements ont des liens faibles avec la tromperie. Et du coup, on a vraiment besoin d'indices concordants et du contexte pour définir que c'est un mensonge. Il y a une autre étude de 2006 qui a fait une méta-analyse sur la précision moyenne à la détection du mensonge qui est de l'ordre environ de 54%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, c'est à peine plus que le hasard. Donc pourquoi c'est utile pour toi? Déjà pour comprendre les mécanismes. Le fait de les comprendre, ça évite de confondre par exemple le stress et le mensonge. Aussi, ça ancre ta pratique dans une certaine éthique. L'idée, c'est d'être prudent dans ce que tu vas analyser. Alors, il y a une grande partie des études d'Ekman qui portent sur les indices qu'il a analysés au niveau du visage, au niveau de la voix, du corps et des paroles. Donc, je vais te détailler chacun des sous-éléments. Alors, le visage, en fait, il existe sur le visage des micro-expressions qui sont très brèves, qui sont inférieures à une demi-seconde, en gros, qui sont déclenchées automatiquement quand tu ressens une émotion. Et en fait, ces micro-expressions, elles peuvent indiquer une incongruence entre ce qui est dit et ce qui est ressenti. Par exemple, tu peux te dire hyper zen alors que tu as peur. Tu peux dire que tu n'es pas en colère alors que tu commences à être sérieusement agacé par la situation. Après, tu as les expressions coupées. En gros, c'est quand tu as une émotion qui démarre et qui ensuite est interrompue trop vite et ne suit pas le cycle naturel d'une émotion. En gros, le cycle naturel d'une émotion, c'est quoi? C'est d'abord l'apparition, ensuite l'apogée,
Et après, on redescend, c'est la disparition. Un peu comme une courbe de Gauss, tu vois, ça apparaît tranquillement, il y a il y a un point culminant, et ensuite, ça s'efface tranquillement. Et souvent, c'est un signe de contrôle volontaire de l'émotion. Il y a une étude de 2007 de Kremhamber et de ses collègues qui ont montré que lorsqu'un sourire est coupé trop tôt, contrôlé artificiellement, il apparaît tout de suite moins authentique. Parce qu'en fait, un vrai sourire, ça va suivre un rythme naturel. Il va naître sur le visage, il va atteindre son apogée et puis il va progressivement s'éteindre et s'effacer du visage. Il est dit qu'une émotion authentique va mobiliser les deux côtés du visage. Donc, quand il y a une feinte, ou quand quelqu'un simule, hein, fait une feinte, et ben en fait, les feintes sont souvent asymétriques ou localisées, par exemple au niveau de la bouche, sans les yeux. Alors, l'exemple le plus connu d'asymétrie et d'emplacement localisé, je pense que tu le connais, c'est ce qu'on appelle le sourire de Duchenne. En gros, l'idée, c'est d'aller distinguer le vrai sourire du faux sourire. Donc, en gros, quand une émotion est vraiment ressentie, il y a plusieurs muscles sur le visage qui vont travailler ensemble. Par exemple, pour un sourire de joie sincère, on a deux ingrédients. Il y a le zygomaticus majeur qui, en fait, sont les coins de la bouche qui vont monter, et tu as l'orbicularis oculi, les fameux plis des yeux, tu sais, les pas de doigts que tu as ici au niveau des yeux. Et en fait, quand ces deux zones s'activent ensemble, on parle en fait du sourire de Duchenne, du coup du vrai sourire. Et à l'inverse, quand un sourire est fin, ça active en fait souvent uniquement la bouche sans impliquer les yeux. Et du coup, on dit que ce sourire est asymétrique ou localisé uniquement au niveau de la bouche. Et du coup, on dit que c'est un faux sourire. Les études d'Ekman et de Friesen en 82 ont décrit trois familles de sourires. Tu as ce qu'ils appellent le felt, c'est le ressenti, le spontané, le false, qui est fin, et le miserable, qui s'active en fait quand on sourit tout en ressentant une émotion déplaisante. Et en fait, ce qu'ils ont observé, c'est que les sourires fins engagent souvent uniquement la bouche, alors que les sourires vraiment ressentis impliquent les yeux. Il y a d'autres études, notamment publiées en 1990, qui ont montré que le sourire de Duchenne est associé à des émotions plaisantes réelles et apparaît plus souvent quand on vit un vrai plaisir, et il est relié vraiment à des marqueurs physiologiques dans le cerveau. Il y a des mesures d'ailleurs qui ont été faites dans le cerveau, hein, les mesures électromyographiques, qui confirment en fait cette différence entre vrai sourire qui combine bien l'activité de la bouche, des muscles de la bouche et des yeux, et qui ne s'active pas quand il y a un faux sourire. Il y a un dernier élément aussi qui permet de savoir si c'est un vrai ou un faux sourire, c'est la dynamique du sourire, notamment le rythme du sourire. Un sourire se juge pas seulement là où ça bouge, mais aussi comment ça bouge. Et ça, c'est des études de 2007 qui ont montré que la vitesse d'apparition, la durée et la disparition du sourire influencent fortement l'authenticité perçue. Par exemple, un sourire qui apparaît puis disparaît trop vite est jugé comme étant contrôlé et donc pas très sincère. Et à contrario, un sourire qui va monter progressivement, qui reste un peu au sommet et qui s'éteint doucement, paraît beaucoup plus authentique. Enfin, il y a une méta-analyse de 2015 qui montre que les sourires de Duchenne et les personnes qui les affichent sont perçus comme plus chaleureux, plus dignes de confiance et beaucoup plus authentiques que les sourires, enfin les faux sourires, donc les sourires qui n'impliquent pas le mouvement des yeux. Autrement dit, dans la perception sociale, les yeux comptent autant que la bouche en fait. Alors attention, hein, tout n'est pas binaire. Il y a certaines personnes qui peuvent produire volontairement un sourire de Duchenne, mais surtout avec de l'entraînement. Cela dit, ce que les scientifiques ont démontré, c'est il y a une rareté naturelle. En fait, dans la vie de tous les jours, on observe beaucoup moins de sourires parfaits que dans les protocoles réalisés en laboratoire, d'où sont issues les études scientifiques dont je te parle. Donc vraiment, prudence. Le sourire, c'est pas une détection complètement infaillible de la sincérité d'autrui. Alors, il n'y a pas que des histoires de sourire, hein. Tu peux transposer ces micro-expressions, visage, etc., à d'autres émotions. Par exemple, la micro-colère qui est très subtile et fugace chez un joueur de poker et qui va devoir cacher pour bluffer. Bah, ça, on le repère aussi, ou on peut le repérer dans ces situations-là. Tu as d'autres émotions comme la tristesse, une tristesse qui est interrompue assez rapidement lorsqu'on t'annonce une mauvaise nouvelle parce que faut tenir la face en public. Je pense notamment à quelqu'un à qui on annonce un licenciement, et devant son patron, il va tenir tête, il va garder la dignité, etc., histoire de refouler un peu l'émotion et de plus tard l'exprimer auprès des personnes avec lesquelles ils sont à l'aise. Ensuite, Ekman, quand il parle du corps, au niveau de la détection du mensonge, il différencie les emblèmes, les illustrants, les manipulateurs et le SNA, le système nerveux autonome. Alors pour donner un exemple, au niveau des emblèmes, il explique que ce sont des gestes codés qui vont échapper. Par exemple, dire oui en secouant la tête, genre ta bouche parle positivement
et de façon affirmée et ta tête dit non en fait. Ça, tu as déjà dû le voir parce que c'est assez fréquent. Les illustrants, ça va vraiment être le mouvement qui accompagne le discours. Leur baisse ou leur incohérence peut refléter un contrôle excessif de la personne. Les manipulateurs, ça peut être par exemple se toucher le visage, se frotter le nez ou jouer compulsivement avec un objet. Cela dit, attention, ça peut être une preuve de stress et pas forcément de mensonge. Et enfin, les signes SNAM, donc système nerveux autonome, ça peut être par exemple une personne qui rougit d'un seul coup, qui transpire, qui va trembler, qui va avoir une respiration qui va s'activer. Ça, c'est vraiment des signes d'activation émotionnelle qui sont pas forcément spécifiques et exclusifs au mensonge ou à la tromperie, mais qui peuvent être un des facteurs qui corroborent le fait que bah, on est en train de te mentir. Ensuite, tu as les paroles. Donc, il y a des indices possibles que Paul Ekman met en lumière, par exemple le lapsus, qui est rare mais qui est parlant, tout ce qui est tirade surdétaillée pour paraître crédible, des personnes qui n'arrêtent pas de parler, de donner plein de détails, de la précision, etc. Tu as aussi le contraire, ce qu'il appelle le vagueness, c'est je ne me souviens pas, je sais plus, et que c'est répété plusieurs fois. Cela dit, il alerte aussi sur ce qu'il a appelé le risque de broco. En fait, c'est quand on interprète un comportement comme un indice de mensonge, alors qu'en réalité, c'est juste un style personnel ou culturel de la personne. Imagine une personne qui répond toujours de manière très brève, avec peu de détails. Tu pourrais imaginer que, ah punaise, elle me cache quelque chose, c'est sûr, elle va pas trop en dire, donc forcément, elle a un truc à cacher. Mais en fait, ça peut juste être une personne qui a sa manière de parler, c'est sa manière naturelle, c'est sa manière de communiquer, et ça peut aussi être une norme culturelle, tu vois, d'être plus en retrait, d'écouter, et du coup de moins prendre la parole, de moins être dans l'extraversion et dans l'exubérance. À l'inverse, quelqu'un qui donne énormément de détails n'est pas forcément en train d'inventer un mensonge compliqué, ça peut juste aussi être son style habituel de narration. Et ça se retrouve vraiment dans pas mal d'études scientifiques. En 2003, De Paolo et ses équipes ont démontré que quelqu'un qui a un même comportement peut être suspect chez une personne, mais parfaitement normal chez une autre. En 2022, il y a une revue scientifique qui parle du fait que le verbal est supérieur au non-verbal en moyenne, notamment quand ils appliquent des protocoles d'entretien adaptés. Donc tu vois, souvent, dans la culture populaire, on parle souvent du non-verbal, mais en fait, il faut presque plus se focus sur le verbal que le non-verbal. Donc attention, ça c'est vraiment un disclaimer. Si tu prends pas le temps d'observer une personne en situation neutre, tu vois, hors enjeu, tu risques en fait de surinterpréter. Tu ne compares plus le comportement actuel à son style de base, mais à tes propres attentes. Et ça, c'est un vrai biais cognitif. Et du coup, qui peut te mener à te tromper ou à bah, commettre des erreurs sociales en accusant des gens de mentir alors que c'est pas le cas. Du coup, comment éviter ce risque de broco? En fait, l'idée, c'est de calibrer ta baseline. Il faut vraiment que tu observes la personne quand il n'y a pas d'enjeu. Tu vois, une petite discussion, un contexte complètement détendu, rien à voir avec des gros enjeux, enfin vraiment, et une baseline de la personne avant de commencer à interpréter et d'être attentif aux signaux qu'elle t'envoie. Ensuite, le deuxième point, bah, compare avec le style habituel. Regarde s'il y a un changement qui survient quand il y a un sujet sensible que tu abordes. L'idée, et garde-le bien en tête, c'est évite de conclure trop vite. Cherche toujours un faisceau d'indices concordants. Essaye de replacer dans un contexte culturel, dans un contexte personnel, en comparant avec la baseline de la personne. Ensuite, bah, pourquoi c'est difficile en fait? Tout simplement parce qu'en fait, mentir suppose une énorme charge cognitive. En fait, mentir, ça exige bah, d'inventer des choses, de garder de la cohérence constante dans ton discours, mais aussi vis-à-vis de plusieurs personnes. Tu dois contrôler ton corps, tu dois checker, contrôler les autres, vérifier que ils gobent en fait ce que tu racontes. Et en fait, tout ça, ça crée une énorme charge cognitive qui est coûteuse et qui est source d'erreurs. Mais ces erreurs sont pas toujours visibles. Ça, c'est ce que dit Paul Ekman. Il y a un truc qui se surajoute aussi, c'est qu'il y a des émotions qui sont liées au mensonge. Alors, les émotions un peu courantes qu'on peut retrouver quand quelqu'un ment, bah, c'est tout simplement la peur. La personne peut avoir peur d'être détectée. Ça peut être aussi la culpabilité, le fait de mentir et du coup, on est mal à l'aise dans l'idée de mentir. Ça peut aussi être parfois la jubilation. C'est un peu excité et content d'aller duper l'autre et de voir que ça marche en plus. Donc, chacune de ces émotions va générer des signaux ou être totalement absent selon certains profils. Et ça, toutes les études scientifiques vraiment convergent là-dedans, notamment celle de 2012 de Porter, Tenbrink et Wallace, qui expliquent qu'en fait, les fuites émotionnelles, elles sont vraiment visibles quand il y a un véritable enjeu, quoi. Donc vraiment, apprendre à mentir, ça s'entraîne. Apprendre à détecter le mensonge, ça s'entraîne. C'est pas naturel, quoi. C'est pas inné. Cela dit, Ekman, il explique qu'il y a 4 erreurs à éviter quand même. 4 erreurs, en fait, classiques qu'il a répertoriées. Pardon.
Excuse-moi, j'espère que je t'ai pas pété les oreilles. La première erreur, c'est l'erreur d'Othello. L'idée, c'est de pas confondre le stress authentique et la culpabilité. Souvent, les gens ont tendance à confondre les deux et du coup à dire, bah, attends, t'es stressé, donc forcément, tu me racontes des manœuvres. Non, pas forcément. Il y a des gens qui sont stressés, pas forcément liés à la conversation, mais liés à un contexte. Je pense notamment à des jeunes gens qui passent un concours et qui sont stressés juste avant d'y aller. Voilà, c'est OK. Le deuxième élément, enfin, la deuxième erreur classique que relève Ekman, c'est ce qu'il appelle le NPCV, ne pas croire la vérité. En fait, c'est de prendre un vrai témoignage pour un mensonge et en fait de s'enfoncer un peu là-dedans dans cette escalade de l'engagement alors que la personne, bah, elle est authentique et elle raconte pas forcément n'importe quoi. Le troisième, c'est ce qu'il a appelé le biais de l'enquêteur, c'est chercher la confirmation d'une intuition. Ce qu'on appelle communément le biais de confirmation, en fait. Et là, tu as plusieurs études qui vont confirmer ça. En 2002, ils appellent ça le biais d'investigateur pour le coup. Et en 2011, il y a une méta-analyse qui parle de l'échec lié à des mauvais indices et à une faible fiabilité des indices dans la détection du mensonge. Donc en fait, le fait d'avoir des mauvais indices et d'avoir une faible fiabilité des indices mène forcément à se tromper quant à la véracité ou non d'un mensonge. Après, tu as la vérité par défaut, ce qu'il appelle le Truth Default Theory, qui a été théorisé par Tim Levine en 2014 qui montre qu'on a tendance à croire par défaut. Et du coup, ça facilite le lien social, hein, ça facilite le rapport aux autres dans la société, mais ça expose aussi à la tromperie. Donc là, je te mets les deux articles de Levine en 2014 et Levine en 2022 où il a mis à jour sa théorie conceptuelle sur le sujet. Un autre élément, un autre warning que je te mets en tête, c'est que il y a une méta-analyse, une énorme méta-analyse de 2006 qui montre que quand on demande à des gens, y compris à des policiers ou des juges ou même des enquêteurs, de dire si quelqu'un ment ou dit la vérité, leur précision tourne autour de 54%. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, c'est à peine mieux que le hasard. En fait, si tu veux progresser dans la lecture du comportement humain, n'espère pas devenir un détecteur de mensonges sur pattes infaillible. Il faut vraiment que tu travailles à recueillir plusieurs signaux convergents, à analyser avec prudence et surtout toujours replacer tout ce que tu récoltes dans un cadre global, dans un contexte. Et ça te permettra du coup d'éviter les erreurs. Le livre de Paul Ekman, il est très intéressant, mais il y a des limites scientifiques aujourd'hui qui ont été mises à jour. Dans son livre, Paul Ekman fait état de faits historiques pour illustrer la rareté de la détection du mensonge. Il donne par exemple l'exemple de Chamberlain et d'Hitler en 1938, où en fait les attentes cognitives et les biais de confirmation peuvent aveugler. Hitler avait promis à l'époque à Chamberlain que jamais il envahirait les pays, qu'il n'avait aucune intention belliqueuse. Chamberlain a fait un discours juste après, en disant vous inquiétez pas, il rassurait sa population, en disant vous inquiétez pas, il y aura pas la guerre, etc. Et en fait, il avait tellement d'attentes cognitives, tellement de biais de confirmation, il ne voulait pas la guerre, qu'en fait il s'est auto-convaincu de tous les petits signaux que lui envoyait Hitler. Il était convaincu qu'Hitler lui disait la vérité quand il lui affirmait qu'il ne voulait pas déclencher la Seconde Guerre mondiale. Il y a d'autres exemples dont Ekman fait référence, notamment sur la sécurité des aéroports. Il explique aussi qu'il y a souvent le stress des innocents peut être confondu avec la culpabilité. Et ça, c'est pas une étude scientifique, mais c'est de l'observation, notamment que j'ai récupéré dans des rapports publics, en fait. Il y a pas mal de gens qui sont stressés à l'idée de prendre l'avion parce que ça les inquiète, parce qu'ils n'ont pas souvent pris l'avion, parce qu'ils sont pas aux commandes, donc ils sont en perte de contrôle. Ils n'ont pas de lâcher prise sur le sujet. Et donc, ils sont stressés avant de prendre l'avion, donc stressés à l'aéroport. Et souvent, les policiers ont tendance à confondre, en fait, ce stress lié au vol avec de la culpabilité, qu'ils ont peut-être quelque chose à cacher dans leur bagage, comme de la drogue, des sommes d'argent, je sais pas quoi d'autre. Je sais pas ce qu'on peut foutre dans son bagage, mais voilà. Donc il y a des grosses confusions qui peuvent arriver dans des situations un peu critiques quand même. Ekman parle aussi des erreurs judiciaires. Interpréter le stress comme un mensonge, ça fait beaucoup de dégâts. Enfin voilà, il y en a plein des faits historiques où il y a eu des grosses erreurs judiciaires. Et donc du coup, voilà, attention. L'idée c'est que si tu veux te lancer là-dedans dans la science du comportement, dans la détection du mensonge, vas-y à tâtons, vas-y en t'entraînant, vas-y easy, hein, tranquille. C'est pas la peine d'aller dimanche au repas de famille et d'essayer de scruter les gestes, les comportements et la voix de ta belle-mère pour essayer de l'alpaguer. Non, non, on y va tranquille. Faut vraiment y aller doucement. Après, sur les recherches scientifiques empiriques,
Donc, il y en a pas mal hein, qui ont permis de montrer que ces histoires de fuite non verbale, tu vois, des petits signaux corporels ou faciaux qui trahissent parfois une émotion dissimulée. D'autres études ont confirmé que même s'il y a des personnes très entraînées à cacher leurs émotions, ben, elles laissent passer en fait toujours des micro-indices, par exemple la colère furtive, bon, qui est difficile à masquer. Hein. Mais il y a aussi d'autres études scientifiques qui montrent que on peut s'améliorer, notamment une étude de 2012, de 2011, pardon, qui montre que quand on s'entraîne à la reconnaissance des micro-expressions, ben, on améliore réellement sa performance de détection des émotions et du mensonge. Mais attention, la science, elle n'est pas forcément univoque. Il y a plusieurs études qui mettent en garde contre une vision trop simpliste. Une étude de 2003 qui a passé en revue plus de 100 études et leur conclusion est claire. Il n'y a aucun indice isolé qui n'est fiable pour détecter le mensonge. Ça, c'est important. Si tu prends qu'un seul indice pour dire cette personne elle ment, il y a de fortes chances que tu vas te planter. Donc, il faut toujours prendre un faisceau d'indices convergents. Il existe aussi le fameux CIT, CIT, le Concealed Information Test. Donc, en fait, c'est un test qui s'appuie sur des réactions physiologiques comme la respiration, le rythme cardiaque, l'activité cérébrale, un peu façon détecteur enfin, machine à détecter le mensonge que tu peux voir dans les films ou aux États-Unis. Ça peut marcher, le CIT, mais uniquement si le protocole est super bien contrôlé. Donc, si tu fais ça à l'arrache dans ton garage en loose day, c'est pas dit que ça marche. C'est vraiment un truc qui peut marcher, je pense, avec des éléments très stricts, des protocoles très stricts en laboratoire. Ce que tu dois retenir, toi, c'est que oui, il existe des appuis scientifiques solides pour dire que certaines fuites émotionnelles peuvent révéler une incongruence et donc éventuellement un mensonge, mais la science reste vraiment unanime sur un point, c'est que, et je le répète, un seul signe ne veut rien dire. Le vrai boulot, c'est d'observer plusieurs indices, de regarder dans un contexte et vraiment d'agir et d'analyser avec prudence. Et enfin, comment tu peux t'entraîner sans te tromper? Si tu veux progresser dans l'art de lire les comportements, l'idée, c'est pas de dire bah, je vais développer un super pouvoir. Non, c'est vraiment de t'entraîner avec une méthode et surtout de respecter l'éthique. Et voici 6 grands principes appuyés par la recherche que je peux te partager pour t'entraîner. Déjà, c'est ce que je te disais un peu tout à l'heure, le principe 1, c'est de calibrer ta baseline, c'est-à-dire ta ligne de base. Avant de chercher un mensonge, il faut d'abord comprendre comment la personne s'exprime naturellement quand il n'y a pas d'enjeu. Donc ça nécessite quoi? Ça nécessite quand même de bien connaître ton interlocuteur, parce que si tu interroges quelqu'un de but en blanc, ça va être compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que c'est hyper difficile pour les recruteurs en entretien d'embauche de déterminer si leur candidat ment ou pas, parce qu'ils les ont vus qu'une fois et ils doivent faire un peu appel à leur feeling. Donc, entend te dire que 54% de chances de détecter le bon truc, c'est un peu pile ou face, quoi. Donc, compliqué. Quand tu observes, essaye d'observer en baseline le débit de voix naturel de la personne, ses gestes naturels, son style, son rythme de narration. Sans ça, ton risque d'erreur de broco, il est énorme en fait. Tu vas confondre en fait un simple style personnel ou culturel avec un indice de tromperie. Donc ça, c'est vraiment la base et une baseline, un contexte dans lequel tu analyses la personne, on va dire, à froid. Ensuite, le multicanal, c'est ce que j'arrête pas de répéter, mais c'est hyper important. Un seul indice, ça veut rien dire. Il faut que tu comptes sur des faisceaux d'indices. Le visage, la voix, le corps, les paroles et le contexte. Il faut que tu croises plusieurs canaux pour augmenter ta fiabilité. Ensuite, troisième point, la temporalité. Ne te limite pas à un seul slot. Il y a des changements avant, pendant et après une question qui sont bien plus révélateurs. Tu as par exemple une micro-colère juste après une question sensible qui disparaît aussitôt en dit bien plus qu'un visage neutre et figé. Donc ça, je te renvoie vraiment aux études de 2007 de Cum Humber qui montrent que la dynamique temporelle d'un sourire influence directement l'authenticité perçue. Donc la temporalité est importante. Ensuite, le quatrième principe, si tu veux encore t'entraîner, c'est de privilégier l'entretien information gathering. Donc, c'est la récolte d'informations, en fait. Les études montrent que les questions ouvertes et un style non accusatoire sont beaucoup plus efficaces que l'interrogatoire frontal. Genre, est-ce que tu me trompes? Ouais, ça marche pas. Enfin, tu vois, si tu es dans l'interaction avec ton partenaire, ton conjoint ou ton époux, ton épouse, attaquer en frontal, genre est-ce que tu me trompes? Ça marche pas quoi. Il faut vraiment viser un peu plus large. L'objectif, c'est de laisser la personne développer son récit, puis d'y revenir un peu plus tard sur certains détails pour voir si la cohérence tient. C'est de faire aussi répéter à l'envers
le discours, etc. Enfin, quand je dis à l'envers, c'est de pas repartir d'un ordre chronologique, mais de partir d'un ordre anti-chronologique pour voir s'il y a de la cohérence, etc. Pareil, je te renvoie aux études de 2007 qui montrent que le style collecte d'infos fait émerger plus d'incohérence que l'approche directe accusatoire et bien frontale, tu vois. Le principe 5, c'est l'entraînement ciblé. Oui, tu peux t'améliorer, tu peux t'entraîner, tu peux t'exercer avec de la pratique. L'idée, c'est que plus tu t'entraînes et plus tu améliores la reconnaissance des micro-expressions. Alors moi, c'est un truc que je veux vraiment te partager, ce qui marche vachement bien. Et ça c'est une étude qui a été faite il y a une quinzaine d'années à l'Université catholique de Louvain sur les émotions. Ils ont aligné plein de gens derrière des ordinateurs et ils leur ont diffusé des discours d'hommes politiques, mais sans le son, uniquement le focus sur la voix, enfin pas la voix du coup, mais les expressions du visage, la posture, les émotions. Et voilà, ils ont entraîné des gens à cocher des cases pour vérifier est-ce que l'émotion cible sur l'homme politique était bien celle qu'ils arrivaient à cocher sur leur liste. Bah, en fait, ça marche. Donc, si tu veux t'entraîner, mon conseil, c'est bah, va sur YouTube. Regarde des discours d'hommes ou de femmes politiques, tu coupes le son et t'observes. Et tu regardes et t'essayes de détecter un petit peu les éléments, notamment sur des interviews, tu vois, où les journalistes ils savent bien un peu attaquer, un peu chatouiller l'homme politique pour le mettre en face de ses contradictions. Essaye de regarder et d'observer. Et ça, c'est un plutôt bon entraînement. En tout cas, moins dommageable que de le faire dans la vie réelle, parce que sinon, tu risques de plus avoir de potes du tout. Si tu commences à t'entraîner dans la vie réelle, ça va être compliqué, quoi. Et enfin, dernier principe, c'est l'éthique. C'est peut-être le plus important de tous les principes. C'est encore une fois de garder en tête que non, tout le monde ne ment pas forcément, non, tout le monde n'est pas forcément dans la duperie. Ça te permettra d'éviter l'erreur d'Othello et de confondre le stress avec le mensonge et de toujours replacer dans le contexte avec des faits, des documents, des sources, voilà, des éléments que tu étayes. Donc en gros, ce que tu dois retenir, c'est que oui, tu peux t'entraîner, mais pas n'importe comment. Calibre ta baseline, observe plusieurs canaux, tiens compte de la dynamique et du contexte, pose les questions et surtout reste éthique. Surtout que il y a des études scientifiques, alors c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est autodéclaré. Les gens, quand on leur demande combien de fois par jour ils mentent, ils répondent qu'ils mentent 2 fois par jour. Moi, je pense que les gens mentent plus, en fait. Parce il y a aussi ces mensonges, tu vois, un peu les mensonges pieux, les mensonges pour pas blesser. Genre, tu me trouves comment dans cette robe? Ah bah t'es jolie, ça te va bien. Alors qu'en fait, t'aimes pas du tout le style, etc. Mais pour pas blesser l'autre, bah tu vas mentir. Et ça, ces petits mensonges quotidiens, je pense qu'on en fait tous. En tout cas, je connais, enfin, à part pour blesser ou vraiment quelqu'un de très frontal, je pense que personne répondrait bah, t'es moche, t'as l'air d'un dindon. Donc voilà, 2 mensonges par jour, en auto-déclaré, ça me paraît peu fiable. Et par contre, il y a une autre étude qui montre que, désolé, hein, je dois te la partager, mais les hommes sont plus malhonnêtes que les femmes au quotidien au niveau de la vérité. Voilà. Donc ça, c'est dit, je vais perdre tous mes abonnés hommes qui vont se dire, ouais, c'est quoi cette arnaque? Bref. Alors. On va avancer un petit peu. Pourquoi cette science de la détection du mensonge sert aux préparateurs mentaux? Eh bien, tout simplement parce que c'est une aide à la lecture du comportement. Le premier bénéfice, c'est que tu vas affiner ton observation. Quand tu sais que les indices sont subtils et qu'il n'y a aucun signe isolé qui peut être fiable, tu vas apprendre à observer de manière plus fine, plus prudente. Tu vas pas t'arrêter à il évite mon regard, donc forcément il me ment, mais tu vas prendre en compte plusieurs signaux, plusieurs canaux, le visage, la voix, les gestes, les paroles et surtout le contexte. Et ça, c'est hyper important en préparation mentale d'avoir plusieurs faisceaux, plusieurs indices pour pouvoir être un bon préparateur mental. Le deuxième bénéfice, c'est que tu vas réussir en fait à distinguer sans confondre le stress, de la honte, de la peur, de la tromperie, etc. Tu vas réussir avec de l'entraînement en tant que préparateur mental à savoir distinguer le stress, les sources du stress d'éventuels mensonges en fait. Quelqu'un peut transpirer ou trembler ou avoir la voix qui chevrotte, pas forcément parce qu'il ment, mais parce qu'il a peur d'échouer, parce qu'il ressent de la honte ou parce qu'il est juste sous pression en fait. Et ça, à force d'observation, tu vas pouvoir t'entraîner et savoir distinguer les deux. Et enfin, le dernier bénéfice, c'est d'adopter un cadre neutre et respectueux. C'est vraiment l'objectif hein, d'un préparateur mental. C'est pas de traquer les mensonges, c'est vraiment de comprendre des dynamiques émotionnelles et cognitives pour aider la personne à progresser, pour aider les gens que tu formes, les gens que tu accompagnes à progresser, à mieux se connaître, à utiliser des outils qui vont les amener à mieux performer dans le respect, dans l'écologie d'eux-mêmes, hein, dans le respect de leur bien-être et de leur performance. Et ça, c'est vraiment le principe même du préparateur mental. Donc voilà, l'idée, c'est de développer
cette acuité d'observation un peu plus supérieure à la moyenne, d'éviter de confondre le stress et le mensonge, la tromperie, et d'incarner vraiment un cadre éthique et respectueux qui, en tant que préparateur mental, te rend crédible. Et c'est exactement, tu vois, ce qui fait la différence entre un amateur qui croit voir des mensonges et qui se forme à la va-vite et un préparateur mental qui a une vraie assise scientifique, qui est précis et qui, du coup, est digne de confiance. Voilà, donc je te laisse avec cette citation de Paul Ekman qui rappelle bien toutes les limites de ces recherches scientifiques. La détection du mensonge, c'est pas un super pouvoir, c'est vraiment une compétence qui se travaille. L'idée, c'est de comprendre les indices qui sont devant toi, de reconnaître leurs limites, d'éviter les biais et surtout, la base même, c'est de respecter l'humain.